Bonjour à tous, bienvenue au campus cyber pour cette table ronde consacrée à la technologie, à la rescousse du RGPD. Nous avons fêté le 25 mai dernier les 5 ans du RGPD, qui avait été lancé donc le 25 mai 2018, qui vise, comme vous le savez, à protéger les données personnelles des citoyens européens. Alors 5 ans qui ont été riches en événements, notamment en amendes records, qui ont touché un certain nombre d'entreprises américaines, mais pas que, des entreprises européennes également. La dernière sanction en date, c'est celle de Meta, une sanction record avec 1,2 milliard d'euros d'amende. On va revenir sur ce contexte général et se poser la question de savoir en quoi les technologies peuvent jouer un rôle plus ou moins important pour garantir le respect des principes énoncés par ce règlement européen. On parle en effet d'outils d'anonymisation, de pseudonymisation, de fragmentation des données, de gestion des demandes d'accès, de biométrie, de blockchain, etc. etc. On va essayer de les passer en revue et avec nos 4 intervenants que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Garance Mathias, vous êtes avocat associé chez Mathias Avocat. Yosra Jaraya, vous êtes cofondatrice et CEO d'Astran. Maxime Agostini, vous êtes cofondateur et CEO de Sarus. Victor Vuillard, vous êtes Chief Security Officer, CTO et DPO de Parrot, les drones Parrot. Alors, je vais commencer avec vous, Garance, par cette question. Donc, comme je le disais, 5 ans de RGPD. Où en sont aujourd'hui les entreprises? Moi, j'ai personnellement l'impression que la conformité RGPD se fait à coup de sanctions financières, un peu au forceps. Vous allez me dire ce que vous en pensez, vous qui traitez ce sujet-là au quotidien. Donc bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Donc on va dire déjà 5 ans. Donc le temps passe vite et on voit deux choses. On voit effectivement des sanctions et qu'on lise le rapport annuel de la CNIL, qu'on lise effectivement les rapports annuels des autres autorités de contrôle ou autres. On retient des sanctions et on retient des chiffres qui augmentent au fur et à mesure des années. Donc ça veut dire qu'effectivement qu'il y a des manquements puisqu'il y a des sanctions. Donc effectivement, le deuxième point, c'est que la mise en conformité n'est pas simple. La mise en conformité n'est pas simple puisqu'effectivement, il y a une évolution de l'état de l'art, une évolution des technologies, des usages, des besoins des utilisateurs et des entreprises. Cette mise en conformité, elle est en marche puisqu'en fait, le RGPD a comme philosophie un cycle vertueux de la conformité de la donnée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un traitement est mis en œuvre de données à caractère personnel, et il peut y en avoir par rapport effectivement aux nouveaux produits, aux nouveaux services qui sont lancés, il faut qu'il y ait cette mise en conformité. Donc c'est ce principe, avec ce mot anglais d'accountability, d'accompagnement et de rôle du délégué à la protection des données qui est clé, qui vont permettre effectivement de mettre en conformité une entreprise. Mais la conformité ne se fait pas en un claquement de doigts. La conformité, effectivement, il y avait aussi le passé à mettre en conformité. Et il y a aussi des évolutions réglementaires et je pense qu'on aura le temps de revenir dessus. Donc, en tant qu'avocat, je ne vais pas retenir les sanctions. Les sanctions frappent, marquent, effectivement, permettent effectivement de bien voir les cas d'usage et peut-être de rappeler aux dirigeants qu'il peut y avoir des sanctions et que les sanctions peuvent être importantes et conséquentes, indépendamment de celles de Meta. Il y a eu d'autres entreprises, que ce soit des entreprises françaises ou des organismes qui ont été sanctionnés à hauteur ou qui ont vu leur traitement de données à caractère personnel suspendu. Donc, on retient les amendes administratives, financières qui peuvent être conséquentes, mais il y a d'autres sanctions. Il y a des mises en demeure, ce qui est quand même un risque d'image, et il y a aussi d'autres sanctions, comme je l'évoquais, qui peuvent être la suspension d'un traitement. Donc, par exemple, il y a une paye qui est gérée en dehors de l'Union européenne. Ben, si il y a une décision, une injonction de suspendre ce traitement, ben quid? Comment on fait? Donc, peut-être voir aussi le panel des sanctions au-delà, mais pour avoir une démarche pédagogique et pragmatique, c'est effectivement toujours penser conformité dès le début d'un projet et mettre, on va dire, les différents acteurs, notamment le délégué à la protection des données, quand l'organisme a la chance d'en avoir un, et on voit que beaucoup d'organismes ont désigné un délégué à la protection des données qui est quand même un nouveau métier, un nouvel acteur qui accompagne la conformité dès le début du projet. Aussi, ce sont des bons réflexes, ce qu'il faut peut-être retenir et mettre en exergue au bout de ces 5 ans, ce qui nous permet d'avoir un recul.
Alors, il y a un autre sujet qui est important pour les entreprises, c'est la question du transfert des données entre l'UE et les pays tiers, et notamment entre l'UE et les États-Unis. Donc, je rappelle que on a eu l'invalidation du Safe Harbor, du Privacy Shield. Aujourd'hui, on est dans un entre-deux qui s'appelle le Data Privacy Framework. Où est-ce qu'on en est, Garance? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Alors, effectivement, la Commission européenne a fait des annonces en disant qu'elle espérait donc voilà d'avoir d'ici fin juin, et c'est quand même la fin du mois de juin et dans quelques jours, un cadre adopté à proposer, mais on n'est pas sans rien, on n'est pas dans une zone de non-droit. Effectivement, il y a déjà quelques années, on a eu l'invalidation du Privacy Shield avec l'arrêt Schrems 2, mais l'arrêt Schrems 2 donne des enseignements. Déjà, premier enseignement, la validation de ce qu'on appelle les clauses contractuelles type, c'est-à-dire des clauses qui sont mises en œuvre, qui sont proposées par la Commission européenne et qui ont fait l'objet d'une révision par la Commission européenne qui propose maintenant différents modules adaptés aux différentes typologies de transfert. Puisqu'en fait, suivant la qualification des parties, vous pouvez être responsable de traitement, vous pouvez être sous-traitant, vous pouvez être responsable conjoint de traitement, puisque le RGPD propose différentes qualifications par rapport au traitement mis en œuvre, par rapport aux données collectées et par rapport, toujours pareil, aux usages des données. Donc, il y a déjà un cadre juridique qui existe. Ce sont ces clauses contractuelles type de la Commission européenne et qui sont adaptées aux différentes typologies de transfert, que ce soit d'un sous-traitant envers un autre sous-traitant. Par exemple, je suis un organisme responsable de traitement. Je fais appel à un sous-traitant qui est par exemple mon hébergeur, qui lui-même va sous-traiter une partie d'opération de maintenance, par exemple, à un acteur en dehors de l'Union européenne. Donc, on est dans une chaîne de sous-traitance. La Commission européenne a mis en place des clauses contractuelles type qui encadrent le transfert de sous-traitant à sous-traitant. Ça, c'est le premier point, le premier enseignement de Schrems 2. Deuxième enseignement, c'est que Schrems 2 dit effectivement qu'il faudra mettre, quand certains pays, alors effectivement, on pense aux États-Unis, mais il n'y a pas que les États-Unis qui peuvent avoir des lois de surveillance, entre guillemets, excessives ou autres, des mesures complémentaires avec une analyse de la loi locale, donc de la loi du pays, pour voir si des textes de surveillance impactent, encore une fois, le traitement mis en œuvre. C'est ce qu'on appelle dans un jargon juridique le transfer impact assessment. Donc, on doit faire effectivement une analyse par rapport à quel pays, quel transfert, et est-ce que ces transferts sont impactés par les lois locales. Autre instrument de sécurisation, donc j'évoquais les mesures complémentaires. Ces mesures complémentaires, et il y a eu des écrits, notamment du CEPD, ça a été quelles sont les mesures organisationnelles, techniques et juridiques pour sécuriser mon transfert. Alors, juridique, ça va être un renforcement des clauses, que ce soit des clauses d'audit, que ce soit effectivement organisationnel, la gestion des habilitations, que ce soit technique, là, avec du chiffrement, avec effectivement qui détient les clés de chiffrement. Donc, quelles sont les mesures de sécurité, on va dire, qui vont être mises en adéquation par rapport au transfert. Et c'est toujours pareil, quelles données, enfin, c'est toujours pareil, dans quel cas d'usage va s'appliquer ce transfert et pourquoi. Est-ce que c'est de sous-traitant à sous-traitant, quand je reprends mon exemple? Est-ce que ce traitement va être soumis à des lois dites de surveillance? Le mot est un peu large, mais dans une étude, est-ce que je ne peux pas mettre aussi des mesures de protection? Donc ça, c'est un cadre qui existe déjà depuis quelques années. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a quelques mois, il y a quand même eu un executive order, donc signé par le président américain Biden, qui effectivement met des garanties. Et là, c'est un texte qui est très intéressant, mais des garanties au niveau des États-Unis, donc sur les transferts, quand les données à caractère personnel sont transférées aux États-Unis, que ce soit des transferts par rapport effectivement aux garanties liées à la sécurité, aux garanties liées par exemple à une procédure de possibilité de saisir des juges. Enfin, il y a tout cet encadrement par cet executive order qui s'applique. Donc, qui s'applique effectivement, qui a été promulgué, qui s'applique aux États-Unis. En revanche, il nous manque, même si on a des projets, même si on a des positions, un acte, effectivement, un acte d'adéquation, une décision d'adéquation sur le transfert Europe-USA par rapport effectivement à une position de la Commission européenne.
On a des positions, mais on n'a pas effectivement des positions officielles. Elles sont annoncées. On verra l'actualité effectivement dans quelques jours, mais on n'est pas, et encore heureux pour une sécurité juridique pour l'ensemble des organismes et des entreprises, sans rien. Merci. Allez-y, Le Victor. DPB avait sorti une analyse qui était très intéressante sur les pays qui étaient les plus à risque concernant leur framework légal et réglementaire. Et en mettant en exergue en particulier la Russie, qui est peut-être moins un problème aujourd'hui, puisqu'on a quasiment plus d'acteurs européens qui vont être intéressés pour héberger des données en Russie, mais également l'Inde et la Chine. Alors c'est vrai que ça, c'est des vraies questions, parce qu'on met souvent l'accent sur les États-Unis, mais on voit qu'il y a beaucoup, en particulier de SN, mais également de clients finaux qui sous-traitent en Inde, et parfois cette sous-traitance implique des transferts de données à caractère personnel. Alors, le cadre réglementaire en Inde est en train d'évoluer de manière positive, mais ça reste une problématique actuelle. Et bien évidemment, en Chine, où là, il y a une problématique qui est ouverte avec très peu de réponses pour le moment. Et vous posiez la question tout à l'heure des sanctions. On voit que les sanctions sont très peu nombreuses, globalement, au regard des volumes de traitement et d'acteurs qui ne respectent pas toujours la réglementation européenne, et en particulier en Chine. Je pense qu'il y a aussi cette problématique qui est probablement de l'ordre diplomatique, où on n'ose pas forcément pointer du doigt le géant chinois dont on dépend pour un certain nombre de choses. Et bon, juste un exemple, mais qui est flagrant et qui est dans mon domaine. Par ailleurs, je suis président de Drone4Sec, la Fédération européenne des drones de sécurité. Et on a déposé récemment, en avril, une plainte contre DJI, un fabricant chinois, en étayant justement déjà les questions de transfert de données vers la Chine sans même que l'utilisateur soit bien au courant, mais surtout sur le fait que dans leur logiciel, il y a des choses qui sont obfusquées, donc qui sont cachées à l'utilisateur final ou à des chercheurs en cybersécurité qui voudraient en faire l'analyse, et qui vont piocher des données dans le téléphone de l'utilisateur qui sert à piloter le drone. Donc, c'est une question de minimisation, parce que c'est même pas des données drone métier, c'est vraiment des données personnelles sur l'utilisateur et certains identifiants, des choses qui permettent de tracer l'utilisateur, etc., etc. Savoir qui est autour de lui, des données de localisation. Donc, c'est très intrusif. D'envoyer ça dans une base de data intelligence chinoise qui s'appelle Mobtech, mob.com, qui est clairement avisé de surveiller des masses d'individus. Ils doivent faire ça aussi pour plein d'autres applications, bien évidemment. C'est pas forcément celle qu'on a analysée. Celle qu'on a analysée, c'est celle de DJI. Mais on voit ici qu'il y a un manque de transparence, un manque de loyauté, et donc un certain nombre de principes du RGPD qui ne sont pas respectés. Inadéquation du pays, manque de loyauté, de transparence, de minimisation des données. Donc, on cumule quasiment tout, plus quelques problèmes de cookies sur leur site. Donc, on voit quand même qu'il y a des dossiers qui sont suffisamment étayés. Mais bien évidemment, les autorités européennes ont des ressources limitées, et on voit que parfois le traitement de ces dossiers patine. Donc, d'une part, les sanctions marquent quand elles sont prononcées, mais on voit que finalement, il y a encore un gros travail de fond et de volume de traitement des dossiers qui posent problème, qui reste à mener. Alors, quand on a préparé cette table ronde, Victor, vous me disiez que justement, chez vous, chez Parrot, les données personnelles sont au cœur de votre activité. C'est vraiment un élément différenciateur très fort par rapport à vos concurrents? Alors effectivement, nous, notre objectif, c'est de laisser le contrôle total à l'utilisateur, et de montrer que notre vertu est une grosse différence par rapport à nos concurrents qui majoritairement sont extra-européens. Et c'est vrai que dans leur mentalité, il y a ce fait de vouloir collecter le plus de données, que ce soit pour améliorer leur technologie ou voilà, pour servir certaines finalités externes, entre autres de suivi des personnes, des habitudes de certains gouvernements, d'en savoir le plus possible. Donc nous, on est vraiment en contre-pied par rapport à ça. Et du coup, on va premièrement ne collecter aucune donnée par défaut. Y compris, voilà, on va pas jouer sur de l'intérêt légitime ou des choses qui nous permettraient de manière plus ou moins assidue, collecter des données. Donc, on est vraiment ultra vertueux là-dessus. Et après, quand l'utilisateur consent à partager certaines données qui sont du coup traitées sur nos serveurs, alors que ce soit pour synchroniser ces données de vol entre plusieurs équipements, pour contacter le support utilisateur ou pour aider Parrot à améliorer ses produits, dans ce cas-là, on minimise les données collectées,
on héberge uniquement en Europe. Et on a un certain nombre de mesures de cybersécurité qui permettent de protéger les données que nos clients nous confient. Alors, vous me disiez que vous mettiez un accent particulier sur le consentement, permettre à un utilisateur d'exercer un certain nombre de droits liés au consentement. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors effectivement, il y a le consentement lui-même, alors qui est une des bases de licéité d'un traitement. Mais au-delà du consentement, ce qu'il faut voir, c'est que le RGPD nous donne effectivement des droits, en particulier sur l'effacement. Et pour reprendre le thème d'aujourd'hui sur la technologie, exercer ce droit-là est parfois fastidieux pour un utilisateur. Et d'ailleurs, ça demande parfois beaucoup de ressources pour l'entité qui traite les demandes. Faut pas non plus se leurrer. Quand j'ai un utilisateur qui me dit je veux que vous effaciez mes données, il faut qu'on ait la gouvernance qui permet de savoir où la donnée a été dupliquée et ensuite s'assurer qu'à chacun de ces endroits, la donnée est effacée. Donc, ce qu'on a fait à Parrot très tôt, c'est de supprimer complètement le côté manuel et artisanal de ces traitements. Alors, faut noter que la CNIL en France nous dit ce type de demande, vous avez jusqu'à 30 jours pour la traiter. Si le traitement est un peu complexe et que c'est un peu plus difficile que ça, vous pouvez même avoir jusqu'à 60 jours. Il faut se mettre aussi dans la peau d'un utilisateur qui fait une demande. Potentiellement, il n'aura une réponse que dans 60 jours. Nous, on a voulu vraiment effacer toutes ces contraintes, à la fois pour l'utilisateur et pour nous, en ayant une meilleure gouvernance des données, donc en traçant d'un point de vue technique l'ensemble de là où la donnée est dupliquée. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple des données de vol. Données de vol, je vous ai mentionné 3 finalités. L'utilisateur veut synchroniser ses données, la partie support utilisateur et la partie R&D. À la fin de la journée, ça veut dire que potentiellement, ces données-là, elles ne sont pas à un endroit, mais elles ont été dupliquées à 3 endroits différents. Et quand l'utilisateur fait sa demande d'effacement, il ne faut pas juste l'effacer au premier endroit où c'était reçu, mais à l'ensemble des autres endroits où ça aurait été dupliqué. Donc, on a ce côté ordonnanceur où on sait tracer la donnée et quand on reçoit un ordre d'effacement, une demande d'effacement de l'utilisateur, on la distribue à l'ensemble des autres endroits où c'était dupliqué. On attend l'acquittement de l'effacement. Et là, c'est un bon exemple qui montre que la technologie nous permet d'être déjà plus fiable et plus exhaustif, parce que tout ce qui est traité manuellement, on sait qu'il y a un risque qu'une personne se trompe dans une manipulation, et aussi de faire en sorte que l'utilisateur, tout de suite, dans les minutes qui suivent sa demande, a une réponse pour dire les données effectivement sont effacées. Ok, c'est un projet technologique qui a pris combien de temps pour être mis en place? Enfin, on est une entreprise, plus une start-up, mais en tout cas une entreprise agile, et ça a été fait très rapidement, en quelques semaines, avec des développements internes. Okay. Bon, faut noter qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui proposent ce type de solutions sur étagère. Mais souvent, ce qui est important, c'est de se poser la question déjà en interne, de maîtriser ces traitements de données, et après de transposer ça dans son infrastructure d'un point de vue technique. Mais finalement, cette transposition, elle vient après. C'est-à-dire, si on n'a pas eu la gouvernance, si on n'a pas cette bonne maîtrise de où va la donnée, on ne sait pas faire la transposition, bien évidemment. D'accord. En préparant cette table ronde, donc là, vous venez d'exposer un point positif de la technologie. Vous m'avez dit, cela étant, il y a des points de vigilance. Alors, il y a forcément des points de vigilance, et en particulier sur le fait que certaines technologies peuvent être obscures d'un point de vue utilisateur final. Donc, si moi je suis une entreprise, je veux protéger mes données personnelles ou celles que les utilisateurs me confient, je peux parfois être sollicité par des vendeurs de solutions qui me disent j'ai un truc magique qui va protéger tes données, mais si je ne le comprends pas, ça répond pas complètement à mon besoin, et il y a un manque de maîtrise assez souvent. Donc, je pense qu'il faut pas non plus se dire la technologie va tout faire, je vais faire je vais croire en tout ça de manière complètement aveugle, mais c'est important pour chaque solution qu'on décide d'implémenter de comprendre ce qu'elle fait, quelles sont ses limites, pourquoi elle répond à tel besoin, et savoir les compléter. Puis en fonction des limites, potentiellement, on va faire appel à plusieurs technologies ou à plusieurs parties de sous-process qui permettront de compléter. D'accord. Alors, tout à l'heure, Garance parlait de l'arrêt Schrems 2. Vous, comment vous vous positionnez par rapport à cette thématique-là? Comme je le disais tout à l'heure, on a une solution simple qui est de tout héberger en Europe. Et ça, c'est bien évidemment la meilleure des solutions. On voit d'ailleurs qu'il y a un écosystème qui se crée en Europe et en France. Quand on voit des initiatives en France comme Sens, qui visent à avoir le meilleur de la technologie avec des garanties
sur l'hébergement et le traitement des opérations en France, c'est des actions qui sont positives. Mais voilà, du coup, ce qui est difficile pour une entreprise, c'est plutôt d'être parfois dépendant de certaines solutions logicielles qui, elles, ne nous laissent pas le choix. Donc là, la question se pose, soit de réfléchir effectivement à des garanties contractuelles, mais force est de constater que si j'ai un cadre réglementaire d'un pays qui me dit le gouvernement, les agences de renseignement peuvent piocher dans toutes les données qu'elles veulent, je peux pas faire un contrat qui interdit à un gouvernement de faire ça. Donc c'est parfois un peu illusoire, et d'ailleurs, j'aurais apprécié que l'Union européenne ait une position plus tranchée, parce qu'on se dit, effectivement, on laisse une porte ouverte pour dire, oui, on va traiter d'un point de vue contractuel quand il y a une adéquation, mais parfois il y a une adéquation et c'est intraitable d'un point de vue contractuel. On serait mieux de dire, c'est pas possible d'avoir tel type de traitement dans tel type de pays. Garance, vous voulez réagir? Oui, je dirais effectivement, je partage. Effectivement, c'est peut-être pour ça que la Commission européenne qui annonce pour fin du juin effectivement un accord se questionne aussi, puisqu'on sait très bien, ça a été dit, c'était public, que cet accord sera certainement contesté par Maximilien Schrems et son association, puisque on reste sur une gouvernance politique. Et effectivement, il n'y a pas que les États-Unis, il y a d'autres pays dans le monde entier, sans faire la liste, qui ont des lois effectivement dites de surveillance ou des lois dites d'accès. Voilà, donc c'est un vrai enjeu pour les entreprises et pour effectivement l'économie et un business, puisqu'il y a un besoin parfois de répondre 24/7 ou autre, et donc de compatibilité. Après aussi, certains pays, on parlait d'adéquation, je vais prendre l'exemple du Canada. Voilà, le Canada, il faut toujours être vigilant avec le Canada, puisque c'est une adéquation partielle, en fait. Donc, on se dit, OK, on va héberger nos données, par exemple, au Canada, mais attention, il y a toujours une vérification par rapport à est-ce que je suis dans le champ de l'adéquation ou pas. Et après, un pays peut être en adéquation, puis ne peut plus l'être, parce qu'une adéquation a une durée, et après, la Commission européenne va réanalyser si le process de ce pays, si la réglementation de ce pays est toujours éligible aux procédures d'adéquation et la démarche d'adéquation. Donc, effectivement, il y a un enjeu politique. Il y a un enjeu d'externalisation, c'est-à-dire que l'entreprise doit garder la maîtrise, vous l'avez dit, c'est vraiment la maîtrise, bien voir les flux de données, c'est intéressant effectivement pour bien faire effectivement du privacy, que ce soit by design, pour bien voir effectivement où sont les données, quelle typologie de données et quels sont les droits et les habilitations pour l'exercice, que ce soit des droits des personnes, pour l'exercice effectivement des principes fondamentaux de gouvernance, de protection des données, qui ne sont pas liés au RGPD. Je rappelle, la loi sur la protection des données en France date de 78 et ce sont effectivement 80% quand même de la conformité qui existait déjà, que ce soit des principes de transparence, de minimisation, de respect du droit des personnes ou autres, donc indépendamment des violations de données qui sont effectivement un autre enjeu par rapport au risque. Donc oui, la position politique, mais là, le droit, effectivement, peut être un instrument d'encadrement. La technologie, les mesures organisationnelles sont des instruments de sécurisation et d'encadrement, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait, comme partout, une volonté politique. Alors, on a la chance d'avoir aujourd'hui Maxime Agostini. Vous êtes cofondateur et CEO de Sarus. Alors, Sarus, c'est une start-up qui a été créée il y a 3 ans. Vous avez levé 2 millions d'euros, vous me dites si je me trompe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre technologie? Oui, bonjour. Donc, on a levé un petit peu plus de 2 Un peu millions plus, d'euros, pardon. Ouais. mais on n'a pas communiqué sur D'accord, la ok. tranche supplémentaire. Donc, nous, on s'intéresse à l'utilisation des données pour tout ce qui est machine learning, IA, statistiques, qui sont en fait les plus gros consommateurs de données. Assez souvent, on va voir un data scientist qui dit moi, j'aimerais bien tout avoir. J'aimerais bien, voilà, chez DJI, j'imagine, ils disent j'aimerais bien avoir toutes les vidéos de tout le monde. Et donc, peut-être qu'en Chine, on leur dit OK, pas de problème. Apparemment, chez Parrot, c'est pas le cas. Mais d'une façon générale, depuis longtemps, mais surtout, ça s'est accéléré depuis une dizaine d'années, on a cette volonté de récupérer le plus de données possible. Et la plupart du temps, il s'agit de données personnelles. Donc, le RGPD encadre ça, le permet, mais quand même le contraint. Et se pose la question de savoir, est-ce que si on veut faire de la recherche, on parle aussi de recherche médicale, c'est dans le même champ, on a besoin d'accéder à autant de données. Et jusqu'à aujourd'hui, en gros, la réponse c'était s'il n'y a pas le choix, comme on veut faire de la recherche, ça doit être à peu près oui. Enfin, il faut qu'on trouve une solution. Et tout le monde se dit il y a peut-être une solution qui est d'anonymiser la donnée, qui est une sorte de meilleur des deux mondes.
Alors, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. La première mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a toujours pas réussi à définir ce que c'était que l'anonymisation. On a une chance, c'est que dans le RGPD, c'est assez bien écrit. Enfin, moi, je trouve. C'est-à-dire, ils disent c'est anonyme si on peut pas le relier à un individu. Bon, c'est assez raisonnable. Et jusqu'ici, tout va bien. Le problème commence quand on réfléchit à mais alors, comment on pourrait faire pour relier un individu pour vérifier que c'est pas possible. Et là, en fait, malheureusement, toutes les techniques qui ont été mises en place depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, on s'aperçoit qu'elles sont pas robustes. Elles sont pas robustes parce que si on a assez d'informations complémentaires, on va réussir à retrouver la personne malgré tout. Et même, pour le cas le pire, même dans les agrégats, on peut retrouver quelqu'un. L'information complémentaire qu'on pourrait avoir, c'est le même sondage dans lequel cette personne n'aurait pas répondu. Et je regarde un résultat de sondage sur des milliers de personnes, et par différence, je retrouve la personne manquante. Donc ce scénario est peut-être pas réaliste, peut-être qu'il l'est. En tout cas, c'est la question qu'on doit se poser si on veut dire que c'est anonyme. Et d'ailleurs, le RGPD l'écrit comme ça, en disant il ne faut pas qu'il y ait des moyens raisonnables pour retrouver la personne, y compris avec des moyens futurs. Donc l'information là qui n'était pas très raisonnable, elle est peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être qu'elle le sera demain. Donc là, tous les gens qui ont prétendu avoir anonymisé des données doivent se poser les questions de est-ce que avec tous les moyens existants, cette information complémentaire et ces moyens technologiques complémentaires n'existent pas, et est-ce que les moyens technologiques et l'information future n'existeront jamais? Bon, on voit que c'est assez difficile. Surtout que de l'information complémentaire, il y en a de plus en plus sur les réseaux sociaux et ailleurs. Donc, je ne sais pas si vous pensez par exemple sur des séries de transactions bancaires. Bon, je suis sûr qu'en regardant où les gens ont posté des photos sur Instagram, on arrive à se faire une idée de où est-ce qu'ils étaient, dans quel resto ils sont allés, et on les retrouve dans n'importe quelle liste de transactions bancaires. Et ça, c'est de l'information publique, peut-être future, vu de la personne qui a mis à disposition les données, et qui rend en fait non anonyme de l'information. Donc ça, c'est tout le premier volet, ça a été d'essayer de chercher à anonymiser la donnée, et c'est pas impossible, c'est-à-dire on peut arriver à des cadres dans lesquels on se convainc que c'est robuste, peut-être qu'on peut le faire valider par la CNIL, mais on voit que c'est très difficile. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des chercheurs qui se sont posés la même question. Il y en avait un peu assez d'arriver avec des hypothèses, que quelqu'un lève la main en disant oui, mais si j'arrive avec cet angle-là, ça marche plus, etc. Et qui ont défini un cadre théorique de ce que ça devait être de l'information qui serait mathématiquement anonyme. Donc mathématiquement anonyme, on va dire que c'est quand même plus fort que réglementairement anonyme. Réglementairement anonyme, c'est difficile de retrouver quelqu'un. Mathématiquement anonyme, ça doit être impossible. Et donc ça a été défini il y a une quinzaine d'années. Ça s'appelle la differential privacy ou confidentialité différentielle. On retrouve la trace de cette attaque par différence où j'avais le sondage moins une personne. Il faut qu'on résiste à cette attaque. Donc l'attaque par différence doit échouer. Et c'est un cadre qui permet de dire, voilà, si j'ai produit cette information-là de façon differentially private, comme on dit, alors j'ai une garantie forte. Donc nous, Sarus, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire cette transaction-là en partant d'informations qui sont peut-être pseudonymes, qui sont peut-être très pseudonymes, on a l'impression qu'elles sont sécurisées, mais en fait, on ne peut pas les qualifier d'anonymes, et on va permettre de construire un résultat qui aura cette propriété-là. On vient mettre une frontière entre l'information non anonyme et l'information qui peut être anonyme. Alors, il y a quand même une chose qui se passe à cette frontière, c'est que on va plus avoir de l'information par individu. Parce que on se convainc que l'information par individu, si elle doit être la même, quelqu'un qui aurait l'information moins cet individu, par différence, il la retrouvera. Donc on va être dans le champ de l'information statistique, de l'information agrégée. Ça tombe bien, il y a l'information statistique et agrégée, on a un cadre un peu particulier dans le RGPD, puis même intuitivement, on sent bien que c'est plus protégé. Donc finalement, ce qu'on fait chez Sarus, c'est une interface qui permet de travailler sur des données, anonyme, enfin pseudonyme ou directement personnel. En fait, nous, ça nous est un peu égal parce qu'on va garantir que le flux sortant est de nature statistique agrégée, donc sort du champ du RGPD. Alors, que le résultat sorte du champ, ça veut pas dire que le traitement sort du champ. Hein. Il y a quand même les deux. Voilà, on pourra parler du traitement, il y a quand même des choses à en dire. En revanche, avoir une garantie forte sur le résultat, c'est assez puissant, notamment parce que tous nos cas d'usage, nos chercheurs, nos data scientists, etc., s'intéressent qu'aux résultats. Et ils n'ont pas pour vocation de suivre les gens sur Instagram. Ce qu'ils veulent, c'est des médicaments qui soignent, des modèles de prédiction de pathologie dans des imageries de radiologie, des modèles de fraude, enfin voilà, des modèles de machine learning. Et donc produire ces informations-là, en fait, ne nécessite plus d'accéder aux données. Donc nous, on fait cette frontière entre les deux. D'accord, vous agissez un peu comme un proxy
Un proxy de la donnée, c'est ça? Tout à fait. On a un proxy et en fait, beaucoup ont essayé de mettre en place des bulles dans lesquelles on allait rentrer, le chercheur allait rentrer et puis il y aurait des caméras partout. Alors, on imagine, hein. En fait, c'est souvent des bulles informatiques, mais les chercheurs rentrent dans la bulle, tout ce qu'ils font est contrôlé, audité, etc. Ils voient la donnée, mais ils peuvent plus la sortir. Le Health Data Hub, par exemple, c'est cet esprit-là. C'est très contraignant d'accéder aux données qui sont dans le Health Data Hub. Il y a un cadre très strict, avec des autorisations, des agréments, etc. Mais une fois qu'on rentre, on voit la donnée. Puis après, on n'est pas censé partir avec. En fait, nous, on construit une bulle dans laquelle on rentre pas. Et le chercheur reste à l'extérieur et toute la richesse, c'est d'être capable de quand même manipuler la donnée, sinon ça sert à rien. Et donc on va lui permettre de manipuler cette donnée en lui donnant une sorte d'hologramme, on lui donne des fausses données qui ressemblent, on va faire des opérations sur les fausses données, elles sont appliquées sur les vraies données, et quand il récupère des résultats, on peut garantir qu'ils sont protégés. D'accord, vous me disiez effectivement que les chercheurs aiment bien avoir accès à certains échantillons. Donc il y a une IA générative, c'est ça qui leur... Tout à fait, ouais. En fait, c'est bien beau de se dire qu'on est à l'extérieur de la bulle, on voit pas les données. D'un point de vue intellectuel, c'est sympa. En pratique, les chercheurs, ils nous regardent au début en nous disant oui, mais en fait, moi, si j'ai pas vu les données, je sais rien faire. Je sais pas par où commencer. Et donc, bien sûr, on s'est intéressé à ce sujet et il y a une réponse dont on parle beaucoup. D'ailleurs, on parle de Generative AI depuis 1 an. En fait, nous, ça fait 3 ans qu'on fait ça, c'est-à-dire des modèles de génération de données. C'est d'ailleurs très inspiré des algos qui ont inspiré aussi ChatGPT, les modèles de type GPT, qui permettent de générer des données qui sont réalistes au regard des données d'entraînement. Donc, quand c'est du texte, en général, génère la fin du texte qui est réaliste au regard du corpus sur lequel on a appris, et ben nous, on va générer des fausses lignes qui sont réalistes par rapport aux données qui sont sous-jacentes. Et c'est tellement puissant qu'en fait, les fausses lignes, elles sont indistinguables à l'œil des vraies lignes. Après, on n'a pas envie de publier de faire des médicaments qui soignent des fausses personnes. Donc, quand on veut faire l'étude, la vraie, on veut la faire sur les vraies données. Mais en revanche, d'avoir vu qu'est-ce que c'était qu'une cohorte, qu'est-ce que c'était qu'un parcours de soins, si c'est des faux individus, ça pose pas de problème. D'accord, très bien. On va passer à vous, Yosra. Donc, vous êtes cofondatrice et CEO d'Astran. Vous allez nous expliquer en quoi consiste également votre technologie. Votre actualité, c'est que vous venez de lever des fonds lundi dernier, 5 millions de dollars. Donc, c'est votre deuxième tour de financement. Tout à fait. Et voilà, en quoi consiste la technologie d'Astran? Alors, merci Fabrice. Avant peut-être de venir à la technologie d'Astran, je voudrais notamment réagir au témoignage de Victor que je trouvais très intéressant parce qu'il montre que au-delà d'une idée de compliance, en fait, ce qu'on vient faire, c'est créer un avantage concurrentiel en gagnant la confiance des clients. Et ça, c'est extrêmement important parce que derrière le RGPD, l'aspect juridique, l'aspect empêcheur de tourner en rond, rébarbatif, compliqué, en fait, la manière d'être entendu par les COMEX des entreprises, c'est de leur dire qu'ils ont surtout un risque d'image, un risque de confiance de leurs clients, et qu'à l'inverse, un bon traitement RGPD ou un bon traitement, une bonne gouvernance des données, de manière générale, d'ailleurs au-delà des données personnelles, va permettre de créer un avantage compétitif. Mon associé Gilles est en ce moment chez AWS à Los Angeles pour leur conférence de cybersécurité annuelle, Reinforce, et ils ont commencé la conférence par « Nos clients ne veulent plus qu'on ait accès à leurs données ». Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre un vrai changement de paradigme. Et que les solutions extra-européennes, américaines, passent d'une situation où elles font plutôt du lobbying pour essayer d'atténuer les effets de Schrems 2, ou qu'elles envoient carrément leur président des États-Unis pour travailler sur un nouveau Privacy Shield, à une situation où elles se disent en fait, il faut peut-être qu'on trouve des solutions techniques parce que c'est une question de trust, c'est une question de confiance dans le cloud et dans nos technologies. Moi, je trouve ça absolument passionnant et ça ouvre un champ d'action aux CISO et aux DPO qu'on n'a pas connu jusqu'ici. Peut-être si Victor, vous voulez réagir? Oui, alors déjà, je te remercie de le souligner. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, c'est important de se rendre compte que le RGPD, c'est pas juste une contrainte, c'est pas juste quelque chose qui nous empoisonne notre journée et sur lequel on dépense du temps et de l'argent. Mais c'est nos valeurs françaises, européennes. C'est ce qui fait une différence avec des boîtes qui n'ont pas forcément les mêmes idées et qui défendent pas la même chose. Et ça, c'est important d'en prendre conscience parce qu'on voit souvent le côté contrainte et c'est pénible.
Mais c'est important de voir tout ce que ça nous apporte, mais même en tant qu'individu. Et ces valeurs, c'est important de les défendre. Merci Victor. Oui, vraiment très convaincu de ce point et je trouve ça génial de voir des entreprises qui se saisissent de ces sujets comme avantage compétitif. Et du coup, pour venir un peu à ce que nous on fait, nous on est parti d'un constat simple, hein, c'est qu'aujourd'hui 70% des données européennes sont hébergées chez des éditeurs non européens et peu importe la localisation des données, les lois américaines étant par définition extraterritoriales, en fait, post-Schrems 2, même si c'est sur un serveur européen, j'ai l'impression de passer mes journées à le répéter, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, c'est la nationalité qui prime. C'est même au-delà de la nationalité, c'est encore plus compliqué que ça. Il suffit de faire un certain montant de business aux États-Unis pour être soumis aux lois américaines du FISA et du Cloud Act. Et malgré l'executive order de Biden, pardon, mais non, je suis un peu en retard. En fait, la Cour suprême américaine ne fait que réaffirmer en permanence le principe que la sécurité nationale prime sur la confidentialité des individus. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles lois de privacy aux États-Unis qui se conflictent avec les lois de surveillance. Donc, c'est encore un sujet passionnant et très mouvant. Nous, on est venu sur ce sujet en disant, bon, en fait, la CNIL, le CEPD donne des recommandations, mais ne donne pas de solutions techniques, pratiques. Et en réalité, on sait que les solutions contractuelles seules, Garance, vous en parliez tout à l'heure, sont insuffisantes à elles seules. Et on le voit avec les arrêts Google Analytics. On l'a revu avec Meta, mais en même temps, Meta, c'est un niveau de... Comment dire voilà, c'est un niveau méta de traitement des données personnelles européennes. Et donc, nous, on a expliqué à la CNIL notre solution. Et je vais y venir. L'idée, c'est que plutôt que de stocker les données de manière centralisée chez un seul fournisseur de stockage cloud, on va d'abord y appliquer des algorithmes qui sont en cours d'étude par le NIST, qui s'appelle de la threshold cryptographie. Et l'idée, c'est qu'on va sécuriser par fragmentation. Donc, on va découper la donnée et on va distribuer les fragments sur plusieurs nœuds de stockage, d'ailleurs cloud ou on-premise, ce qui va permettre aux entreprises de faire un move to cloud qui peut être progressif et surtout de faire un move to cloud sur les clouds de leur choix et avec les fonctionnalités de leur choix. Et on est alors à ma connaissance, la seule solution à avoir un écrit de la CNIL qui confirme qu'on a une mesure technique supplémentaire efficace au sens des recommandations 01/2020 du CEPD, notamment pour tout ce qui est stockage at rest, in transit et traitement multipartite. Et maintenant, on est en train de travailler avec le soutien du gouvernement sur maintenant la data in use. Et c'est... je dirais c'est la frontière sur laquelle on travaille tous, qui est de pouvoir travailler sur les données sans les révéler. Et c'est des sujets vraiment absolument passionnants. Et enfin, comment dire, je trouve que ce qui est super intéressant, c'est que dans ce que vous disiez également, il y avait le fait que parfois on n'a pas le choix. Si on veut travailler avec une solution SaaS, en fait, on n'a pas forcément le choix du lieu de stockage. On a le choix des clauses contractuelles, mais pas du lieu de stockage. Et donc, nous, on a fait un travail énorme qui est d'être déjà une API S3 compatible qui peut se brancher avec des milliers de solutions du marché de manière native et ensuite de Salesforce ou en sous-jacent d'AWS, mais qui seront fragmentés et stockés dans les lieux du choix du client. Voilà. Concrètement, vous conseillez quoi à vos clients de prendre un ou deux clouds français, un ou deux étrangers? Comment ça se passe en fait? Alors nous, on a une position très pragmatique. Où notre objectif, c'est que ce soit au client de choisir en fonction de ses besoins, de ses valeurs, de ce qu'il souhaite faire, les lieux de stockage. Maintenant, pour pousser la sécurité à son maximum, l'idéal, c'est de fragmenter les données et de les distribuer sur des clouds de différentes nationalités. Je ne vais pas dire françaises, en général, c'est française et américaine. Donc nous, on est compatible avec les 3 plus grands clouds français, les 3 plus grands clouds américains. On va recommander de faire un mix des deux. Et en plus, on trouve ça
sympa d'un point de vue rééquilibrage du marché. Si on atteint, nous, une taille critique, on peut aussi changer la donne sur la répartition, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, 70% des données européennes sont stockées sur des clouds non européens. Ok, Victor, une réaction, non? De quelle réglementation votre solution permet-elle de se protéger? Alors, c'est une bonne question. Alors, je sais que c'est un peu présomptueux dit comme ça, mais on rend mathématiquement impossible l'accès aux données. On est en cours de certification par l'ANSSI sur précisément ce point, c'est-à-dire que le cloud n'est plus un vecteur d'attaque. Ce qui veut dire, si on dit en bon français, que on permet une immunité en fait au Cloud Act, parce que ce n'est pas parce que les éditeurs américains ne sont plus obligés de donner les données, mais c'est qu'ils vont donner des fragments qui ne permettent plus de reconstituer la donnée personnelle, ou toute donnée d'ailleurs, hein, parce qu'on ne nous utilise pas que pour des données personnelles. D'accord. Garance, alors peut-être un micro pour Garance, pour la réaction. Alors moi, ma réaction va être celle effectivement d'un avocat. Donc moi, je trouve ça effectivement très important d'avoir des mesures de sécurité organisationnelle qui viennent compléter les mesures juridiques. Parce qu'en fait, il faut avoir les trois. Le droit n'est pas suffisant, la technique seule n'est pas suffisante et les mesures organisationnelles ne sont pas suffisantes. Et surtout, il faut une question de maîtrise, c'est ce qu'on l'a dit, de maîtrise et de savoir aussi quelles données je mets dans quel cloud. C'est parfois on voit les entreprises qui ont une perte de la maîtrise. Donc, c'est très important que les outils organisationnels et techniques permettent effectivement déjà aux entreprises qui font appel de l'externalisation du SaaS, tout simplement, puissent savoir dans quel type de data center où et vont les flux de données, à caractère personnel ou non. Parce que derrière, là, on parle beaucoup de données à caractère personnel, c'est normal, c'est la thématique effectivement de la table ronde, mais je parlerai aussi d'informations d'une manière beaucoup plus globale, puisqu'aussi il y a le savoir-faire des entreprises. Il y a le savoir-faire, il y a tout effectivement l'intelligence, on va dire collective, tout effectivement, voilà, la protection qui n'est pas spécialement brevetable, qui est pas spécialement, qui peut être protégée par le droit d'auteur ou autre, et aussi des protections par le secret. Donc, après avoir fait effectivement cette réflexion qui est un peu plus globale, est-ce qu'une technologie, en gros, la question que vous me posez, c'est est-ce qu'une technologie peut protéger d'une loi? Voilà. Alors, si je schématise, il faut savoir, alors je vais prendre aussi des positions françaises, européennes et effectivement américaines. Pour commencer par les États-Unis, vous avez évoqué tout à l'heure le FISA Act et le Cloud Act. Il faut savoir que le FISA Act n'est pas nouveau. C'est une loi qui date de 78 aussi. Tiens, en 78, c'est une date effectivement clé tant en France qu'aux États-Unis. Donc, ce sont des textes et la volonté du droit américain, parce qu'on va parler d'un point de vue culturel, nous ne sommes pas sur les mêmes cultures juridiques, sur les mêmes de fonctionnement juridique. Vous reparliez tout à l'heure de nos valeurs, et ça c'est très important parce que le RGPD porte des valeurs de liberté fondamentale, de liberté individuelle, publique, et ça c'est nos valeurs qu'on a en France, en Europe, puisque le RGPD renvoie à la Charte des libertés fondamentales. Donc, on n'est pas déjà sur le même paradigme de culture juridique. FISA Act, après le Cloud Act, vient modifier d'autres textes que le FISA Act. Le Cloud Act, dans certains cas, repose, et je vais essayer de résumer effectivement, repose sur un mandat émis effectivement par un juge, donc dans le cadre effectivement de la recherche de la manifestation de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un mandat qui va demander pour des raisons qui peuvent être effectivement légitimes dans le cadre d'une enquête, que ce soit pour la lutte contre le trafic de stupéfiants, par exemple. Je suis pas du tout sur l'intelligence économique, d'avoir des données d'individus. Donc on parle d'individus en tant que tels et non pas, qui se trouvent hébergés, qui se trouvent par exemple pour une entreprise qui héberge chez un tiers qui sera soumis à ce texte. Sachant effectivement, je vous rejoins, le Cloud Act, c'est pas spécialement effectivement une entreprise de nationalité américaine. Les conséquences sont beaucoup plus larges. Ça peut être des compétences capitalistiques, ça peut être effectivement une emprise par la personne du dirigeant. Enfin voilà, donc il y a énormément d'entreprises qui peuvent être soumises à ce texte. Donc on reçoit un mandat. Effectivement, on voit, il y a une possibilité déjà
juridiquement, parce que ça fait partie des droits fondamentaux, de contester ce mandat, indépendamment effectivement d'accéder à la donnée ou pas, mais encore faut-il que l'entreprise, et ça c'est important, et je reviens à mon métier qui est dans les contrats, déjà qu'on soit informé qu'il y a un mandat, qu'on en ait connaissance, et parfois il y a souvent déjà un manque de transparence, et là c'est quelque chose qui peut être géré par le contrat, qui est déjà une transmission du mandat, dans la mesure du possible, parce qu'il y a toujours des exceptions. Vous savez, en droit, on fonctionne par principe à exception. Donc, dans la mesure possible, une transmission du mandat, on va dire déjà à l'entreprise concernée, et surtout, l'idéal, ça serait aussi un individu, hein, parce qu'à la base, on demande des données d'un individu. Et après, dans quel mécanisme je conteste? Donc, ça sera devant des autorités américaines, la plupart du temps. Et après, est-ce que je vais transmettre ou pas? Alors, j'avais dit que j'allais faire un focus aussi sur la jurisprudence française. Il y a un arrêt sur l'Assemblée plénière qui date de l'année dernière. Donc, l'Assemblée plénière, c'est la Cour de cassation qui se réunit. Donc, c'est un arrêt dit de principe, voilà, qui donne une posture qui n'est pas effectivement sur des données stockées dans du SAS, mais sur la communication des codes pour déverrouiller effectivement un smartphone, qui dit qu'effectivement, que pour les besoins de nécessité, si c'est le seul moyen, ces clés de chiffrement, on n'est pas que sur un code PIN, on est vraiment sur le chiffrement de données à smartphone, vont devoir être communiquées. Donc, on a des positions. Donc, effectivement, ça va être la même chose dans le cadre d'un débat contradictoire avec des respects de principes qui vont devoir s'appliquer. Donc, et il y a des décisions effectivement aux États-Unis qui ont exigé effectivement en tout cas le déchiffrement de certaines données. On est sur des cas d'espèce. Je suis pas en train de dire que ça sera fait automatiquement. Je dis juste que ça va effectivement, faut pas oublier le respect du contradictoire, pas oublier effectivement, on est dans du judiciaire, on est aussi dans des conventions internationales d'échange entre États. Donc, la réponse n'est pas simple, mais effectivement, on peut pas répondre oui ou non. Est-ce que je vais devoir chiffrer, déchiffrer ou accéder à des données, voilà, où elles sont ou autres? Ça va dépendre du mandat, du contexte, mais la réponse peut être oui, suivant les décisions judiciaires. Yosra. Je voudrais juste rebondir là-dessus. Évidemment, l'objet de notre solution n'est pas de faire entrave à des enquêtes judiciaires. Vous ne l'avez pas sous-entendu ça, hein, mais je voulais rebondir là-dessus. Mais dans certains cas, les mandats judiciaires américains sont assortis d'une ordonnance de confidentialité. C'est le binding order. Oui, effectivement. Et dans ce cas-là, le propriétaire des données n'est pas informé. Et ça, j'ai changé. J'étais il y a quelques semaines à Washington dans un programme du gouvernement français, et la procureure de liaison me disait que ils se battent pour être informés par les autorités judiciaires américaines lorsque ça concerne des entités françaises. La réalité des faits, c'est que le déséquilibre géopolitique fait que ce n'est pas tout le temps le cas. Et donc nous, notre objectif, c'est que l'autorité judiciaire doive demander aux clients de donner accès aux données et qu'elle puisse pas passer par un éditeur qui en plus n'a rien demandé. Les éditeurs, ils sont extrêmement frustrés de cette situation parce que eux, ça entrave la confiance de leurs clients. Donc c'est vraiment ça nous qu'on recherche, c'est que l'éditeur puisse dire je comply avec le FISA, le Cloud Act, je donne ce que j'ai. Que du coup, l'autorité judiciaire constate qu'effectivement, ce n'est pas utilisable en l'état et que donc elle fasse une demande en bonne et due forme en passant par le procureur de liaison qui informe l'entité française ou européenne qu'il y a besoin d'accéder aux données. Victor, là on vient d'avoir deux exemples très très concrets avec Maxime et Yosra de technologies de pointe. Qu'est-ce que ça vous inspire pour vous chez Parrot? Déjà, effectivement, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des solutions techniques ou technologiques qui permettent d'aller plus loin et d'offrir des meilleures protections. Comme on l'a vu, la technologie ne supprimera pas l'extraterritorialité du droit américain ou d'autres pays. C'est une évidence, mais en tout cas, ça permet d'offrir certaines solutions dans certains cas. Après, il faut rester conscient que justement, ces lois, on peut les décrier quand on est un défenseur des libertés individuelles et qu'on est pour la protection des données à caractère personnel. C'est une évidence. Après, elles sont aussi là pour de bonnes raisons. Enfin, quand on parle d'antiterrorisme ou de grand banditisme, etc., en tant que citoyen, on peut se dire, voilà, il y a aussi un aspect vertueux à ce que des lois existent. Par contre, ce qui est très important, c'est d'en limiter les abus.
Et là, effectivement, avec les technologies et ce que j'entends sur la fragmentation, au moins, ça permet de limiter certains abus où, effectivement, des données sont accédées de manière trop large, potentiellement de manière déviée pour de l'intelligence économique ou de l'ingérence. Et effectivement, avoir plus de maîtrise côté français de ce type d'occurrence et savoir éventuellement s'exprimer contre et rentrer dans une démarche contradictoire. Donc effectivement, c'est un outil supplémentaire. Et ce que j'apprécie, c'est le côté simplicité de l'explication. La manière dont c'était fait, voilà, en 2 minutes, j'ai compris effectivement le gain que j'en retirais et les éventuelles limites, ce qu'on disait tout à l'heure. Vous êtes, Victor, vous êtes Chief Security Officer, vous êtes également CTO et DPO. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette triple casquette? Déjà, il y a un intérêt personnel à avoir des aspects différents. Donc, j'ai à la fois la protection de mon entreprise, le fait d'intégrer dans les produits les meilleures fonctions de sécurité pour protéger les données de mes clients et qu'ils puissent faire confiance à nos drones. Et effectivement, le rôle plus réglementaire d'être DPO et de faire le lien avec les questions juridiques et réglementaires. Et le gros avantage que j'y vois, c'est que souvent, ces questions juridiques sont traitées de manière décorrélée à la technique. Et ce qui est important, c'est de faire le lien et de savoir décliner de manière très opérationnelle comment les mesures se mettent en place. Et parfois, ça marche très bien avec un très bon binôme entre quelqu'un de technique et quelqu'un de juridique. Et dans mon cas, j'ai l'avantage d'avoir un cerveau droit qui parle à mon cerveau gauche et souvent, ils arrivent à se mettre d'accord, ce qui permet de gagner en efficacité. Mais c'est aussi le propre d'une organisation à taille humaine. Enfin, je pense que si j'étais dans un grand groupe, on n'a pas forcément la même organisation. Mais en tout cas, dans une ETI, ça marche plutôt bien. Yosra, vous, vos interlocuteurs, quels sont-ils au quotidien? Les DPO ou pas? Alors, bon, je vais peut-être dire quelque chose que tout le monde sait, mais qu'il faut quand même dire tout haut. Les DPO adorent notre solution, mais en général, ils n'ont pas de budget pour ce type de solution. Et ça, je pense que ce n'est pas normal. Ils devraient à tout le moins pouvoir avoir un certain niveau d'influence pour proposer des solutions. Mais trop souvent, en fait, au final, nos interlocuteurs principaux, c'est les DSI et les CTO. Parce que c'est eux qui, à la fin de la journée, doivent mettre en production une solution cloud. Donc, ils vont nous faire rencontrer le CISO, le DPO pour valider la solution, pour s'assurer de la conformité, pour s'assurer des aspects techniques. Mais à la fin de la journée, nos interlocuteurs, ça va être les DSI, les CTO, des DevOps qui vont utiliser la solution au quotidien et qui ont aujourd'hui quand même encore plus l'oreille du COMEX. C'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a un mouvement dans le même sens, que les CISO et les DPO s'emparent du sujet de l'image, du risque d'image de l'entreprise, pas simplement d'un pur risque réglementaire, notamment dans des sociétés cotées, ça semble évident, mais c'est pas encore assez dit. Et qu'ils travaillent aussi sur l'avantage compétitif, ce que les Américains ont déjà compris, parce que quand on voit la bataille entre Apple et Samsung sur qui protège le plus les données personnelles des utilisateurs, en fait, c'est un sujet business maintenant. Et c'est ça qui, à mon avis, va permettre dans les prochaines années aux CISO, aux DPO de jouer un plein rôle aux côtés de la direction générale. Maxime, vous partagez cet avis, vos interlocuteurs au quotidien? Donc, oui, je pense qu'on a un peu le même schéma que Yosra, avec peut-être une nuance, c'est qu'on a en plus les équipes data et l'équipe de recherche qui, elles, interviennent parce que, justement, elles espèrent avoir accès aux données et elles en demandent toujours plus. Et en fait, jusqu'à présent, on leur disait pas non, on mettait plus de bâtons dans les roues possibles. En général, au bout d'un moment, elles finissaient par avoir accès sous contrainte, enfin sous une forme de contrainte technologique, à des jeux de données qui auront peut-être été altérés, désensibilisés. Donc, on aura enlevé la précision GPS, on aura enlevé la précision de l'adresse, etc. Et après un parcours du combattant, elles ont accès à ces données-là.
Dans les cas où ça marche. En pas mal de cas, elles abandonnent. En général, c'est quand la donnée est chez un partenaire, dans une filiale, dans une autre filiale. Là, bon, elles abandonnent. Et donc nous, ces gens-là, ces équipes-là, elles nous voient comme la solution. C'est-à-dire, le RGPD protège les données personnelles, et nous, on vient, dans ce cas-là, soit on protège la donnée personnelle, mais on peut aussi dire qu'on protège l'innovation dans le RGPD. Et donc, c'est des moteurs chez nous qui vont dire, oui, effectivement, moi, j'ai envie de pouvoir entraîner mes données, mes modèles sur des données qui vont être dans d'autres filiales, dans d'autres pays. Aujourd'hui, c'est un travail qui va me prendre 6 mois. Parfois, il faut physiquement aller dans le pays pour travailler sur les ordinateurs de la filiale pour pouvoir faire ça. Et nous, on propose une solution où, en fait, on peut travailler sur des données sans les voir. Les données restent dans la filiale et seul le modèle, par exemple, dans ce cas-là, le modèle d'intelligence artificielle peut sortir. Donc, on a ces alliés en plus, ce qui nous aide d'ailleurs beaucoup. D'accord, Garance, vous voulez réagir? Je précise avant que vous preniez la parole que vous allez pouvoir poser vos questions dans quelques minutes, et il y a quelques questions également en ligne. En fait, je crois qu'on dit tous la même chose, c'est que qu'on soit, on va dire, chef d'entreprise, DPO, voilà, ou avocat, c'est qu'effectivement la donnée, on doit avoir une orientation business, la protéger, mais une donnée beaucoup plus globale. Effectivement, le RGPD, je partage tout à fait vos points de vue, c'est pour moi un outil de confiance et un outil effectivement qui n'est pas vu comme une contrainte, qui peut être vu comme une contrainte, mais qui doit plus être vu comme une contrainte de confiance, effectivement, pour développer, on va dire, une relation commerciale saine, transparente, avec les différents utilisateurs et y compris avec les différents partenaires, puisqu'en fait, derrière tout ça, il y a une chaîne de valeur qui n'est pas seulement juridique, mais une chaîne de valeur, on va dire, de confiance avec l'ensemble des acteurs qui vont traiter la donnée. Pour l'anonymisation, effectivement, le mot-clé au sein du RGPD, je me permets juste de le dire, c'est le mot irréversible. Alors voilà, on ne trouve plus la vraie anonymisation. Après, c'est la parole d'une avocate, et je laisserai effectivement le cas échéant compléter. C'est effectivement irréversible, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, d'une manière directe ou indirecte, on sait que la définition de données à caractère personnel est extrêmement large, voilà, moyen de raccorder la donnée personnelle à un individu ou à un numéro, enfin voilà, un identifiant. Oui, je partage effectivement cette notion d'irréversible, et c'est assez marrant parce que ça permet de séparer les technos qui protègent la donnée comme Astran, où après on peut la récupérer. Donc la donnée en transit, elle est chiffrée, elle est plus exploitable, mais à la fin on veut la récupérer. Et des technos comme les nôtres qui sont en aval du cycle en fait et qui font une transformation irréversible de type agrégation. Et donc là on peut plus remonter. Donc il y a vraiment les deux solutions. Alors toutes les deux ont un rôle complètement complémentaire. Ouais. Victor? Moi, je voulais réagir sur la question de qui est l'interlocuteur légitime, qui a le budget, qui est responsable, et souligner le fait que le responsable, avant tout, ça doit être les responsables métiers, enfin ceux qui portent la finalité d'un traitement donné, et qui ne doivent pas se défausser non plus sur un DPO. Alors c'est vrai que ça peut être utile que le DPO ait plus de pouvoir, peut-être un peu de budget, etc. Mais à la fin de la journée, le DPO, il organise une démarche générale dans l'entreprise, il vient animer, il vient conseiller, il vient contrôler, mais c'est pas lui qui porte le fond de la responsabilité. Il ne faut pas déresponsabiliser les différentes entités de métier. Et en ça, c'est important que ce soit elle, qui soit vos interlocuteurs pour trouver les bonnes solutions. Éventuellement, avec le conseil du DPO, c'est une évidence, mais c'est leur responsabilité avant tout. Est-ce que vous diriez que vous avez de la chance parce que vous avez le pouvoir, le budget et que vous êtes DPO ou pas? Moi, j'ai la chance déjà d'être dans une boîte agile où les décisions se prennent rapidement et d'être rattaché directement au PDG de l'entreprise. Donc forcément, ça facilite les choses. Et surtout, je pense que tous les employés de Parrot ont bien compris ces valeurs, la différence que ça fait avec nos concurrents. Et finalement, quand j'ai un interlocuteur métier auquel j'explique tel besoin de protection des données à caractère personnel, personne ne va me dire maintenant j'ai envie de faire différemment parce que on va pas aller contre ces valeurs, on les comprend bien, et on les défend. Et ça finalement, c'est le pouvoir de l'organisation et des personnes qui la composent. Et ça, voilà, c'est mieux que du budget, bien mieux que du budget. Ok, très bien. Oui, Garance, non. Peut-être le DPO effectivement décide pas, conseille. Effectivement, ça c'est important. Doit avoir les moyens effectivement humains
aussi budgétaires, aussi doivent être attachés au plus haut niveau. Voilà, après c'est l'aide de mission ou autre, mais ça c'est tout simplement le texte du RGPD. Alors, on va passer dans quelques minutes aux questions de la salle. Je voulais quand même aborder une technologie dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, c'est blockchain. On en parle beaucoup par rapport aux données personnelles. Je crois que Yosra, vous avez un avis circonstancié sur la question. Oui, effectivement. En fait, on a étudié, avant de créer l'entreprise, la possibilité de passer par une blockchain plutôt que par du multi-cloud. Et en fait, on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est assez difficile d'être conforme au RGPD avec une blockchain, notamment du fait du droit à l'oubli, et que la blockchain, c'est immuable, c'est la définition même. Donc, on avait une première difficulté non négligeable. Le deuxième sujet assez intéressant, c'est que si on s'adresse aux entreprises, les entreprises ont besoin de savoir où se trouve la donnée, ne serait-ce que pour des questions de responsabilité, de quoi faire en cas de problème, etc. Et le dernier sujet, c'est que, en fait, même les blockchains plus récentes avec des nouveaux algorithmes de proof of stake ou autres sont encore assez, assez peu efficaces dans le sens où il y a une latence forte pour récupérer la donnée. Et donc, en fait, on allait se retrouver à devoir stocker off-chain et à mettre juste la preuve on-chain. Et en fait, on s'est dit, si c'est pour faire ça, à la fin, c'est sur du cloud. Donc, il vaut mieux trouver une solution qui marche sur le cloud. Et quand on a confronté aussi un peu ça au marché, on a eu énormément de personnes, des CISO, des associés de grands groupes, des DSI, des CTO, qui nous ont dit, non, mais en fait, la blockchain, c'est une bonne idée, mais dans 10 ans. Aujourd'hui, le vrai sujet des entreprises, c'est le move to cloud. Donc, si votre but, c'est de faire du business dans cette décennie et pas dans la suivante, il vaut mieux s'attacher à quelque chose où les technologies sont déjà là et sont déjà en forte pente d'adoption par les entreprises. D'accord. Alors, Garance, Victor, Maxime, vous voulez réagir? C'est vrai que ça fait partie des termes tarte à la crème et qui se confondent. Alors, qui sont peut-être un peu moins à la mode, ça commence à redescendre, hein, mais je pense que c'est toujours important de garder à l'esprit à quoi répond un outil et une technologie. Et là, clairement, effectivement, c'est pas la réponse. Enfin, je retiens la latence, mais quand on a une transaction qui prend quelques minutes, moi, je suis désolé, en tant qu'utilisateur, je vais pas attendre 3 minutes la réponse à ma requête. Je vis dans un monde où ça se fait en quelques dizaines de millisecondes et on peut pas changer ça. Donc, déjà, ça garantit pas la confidentialité. Enfin, on va revenir aux basiques de la cybersécurité, hein, mais confidentialité, intégrité, disponibilité. Dans la blockchain, c'est surtout des questions de signature, d'avoir des registres qui permettent d'avoir de la traçabilité et d'avoir de la distribution du registre qui permet d'en assurer sa disponibilité, enfin le côté inaltérable, parce que si quelqu'un le modifie, ça va se voir sur un autre segment. Mais du coup, ça répond pas à ce besoin. Puis effectivement, il y a le côté inaltérable qui fait que on peut pas effacer une partie du registre. C'est pas le concept, hein, et c'est même plutôt l'inverse. Pour le droit à l'oubli, c'est compliqué. Donc, effectivement, la blockchain peut être un outil pour offrir de la traçabilité, par exemple sur une pièce de rechange ou sur une transaction d'assurance ou des choses comme ça. C'est quand on veut distribuer la vision du registre. Ce qui est rarement le cas, parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage où en fait la vision centralisée répond très bien et de manière beaucoup plus efficace d'un point de vue technologique et économique. En tout cas, d'un point de vue privacy, ça offre pas grand-chose, voire l'inverse. D'accord. Oui. Vas-y. J'ai quand même vu un use case intéressant sur de la blockchain qui est pas du tout le nôtre, hein, mais qui est de stocker les preuves du consentement. Notamment dans le milieu médical pour des patients où il y a énormément d'enjeux à démontrer le consentement et où auparavant c'était des procédures très longues avec la personne qui devait venir physiquement, etc. Et donc c'est pas que de la blockchain, mais notamment il y a une brique de blockchain qui permet de garder la preuve que de ce consentement en cas de problématique juridique par la suite. Ça, c'est intéressant.
Oui, je pense que chez nous, un peu comme Yusra, on a regardé la blockchain, tout le monde parlait de privacy, etc. On est arrivé à peu près à la même conclusion que toi. Je suis même pas sûr si je saurais dire que dans 10 ans, les gens feront du machine learning sur les données dans la blockchain. En revanche, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est cette idée de décentraliser, parce que là, on parle beaucoup de sécuriser les données des entreprises, elles sont dans un cloud, elles sont on-premise, etc. Mais on a quand même constitué ces bases de données. Et on peut les minimiser l'usage, on peut l'encadrer, on peut contraindre, etc. Donc nous, on contribue à ça. Mais il y a quand même cette faille originelle qui est, il y a de la donnée qui a été collectée. Alors peut-être qu'elle n'est pas accessible des Américains, mais elle est quand même accessible de certaines personnes dans l'entreprise. L'idée derrière la blockchain, c'était est-ce qu'on peut pas décentraliser tout ça? Est-ce que on peut arriver dans un monde où la donnée reste la propriété physique, dans le sens elle est stockée localement par les individus, ou peut-être dans un monde décentralisé, mais en tout cas, distribué, mais en tout cas décentralisé. Donc cette idée, je pense qu'elle est toujours attractive, elle est séduisante. Je ne suis pas sûr que la blockchain permettra d'y répondre. Je ne suis pas sûr que la moindre entreprise aujourd'hui souhaite vraiment le faire. C'est pour ça que je ne sais pas si dans 10 ans on y arrivera. Mais en tout cas, dans la perspective du RGPD, se dire que peut-être qu'il existe quand même un jour des solutions technologiques qui feront que les entreprises arrivent à fournir les mêmes services sans stocker la donnée. Et il y aura peut-être des solutions technologiques qui vont rendre l'ensemble de l'économie opérable, fonctionnant comme ça. Je trouve que l'idée reste intéressante. Effectivement, on n'avait pas prévu d'attendre 10 ans, donc c'est pas ce qu'on a fait. Garance, vous vouliez réagir? Non. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Il y a un micro là. Oui, j'avais deux questions même. Une première sur le FISA par rapport au Cloud Act, parce que j'ai bien compris que donc dans le Cloud Act, il y avait un mandat, qui avait donc une clause de confidentialité qui parfois faisait que l'utilisateur ou l'entreprise n'était pas au courant, mais dans le FISA, par défaut, il n'y a pas on est d'accord, il n'y a pas d'information de l'entreprise puisque c'est confidentiel. Alors, je vais, pareil, sans vouloir rentrer dans les différentes catégories de lois américaines, puisqu'en fait, déjà, ce qu'on appelle le Cloud Act, c'est un acronyme. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec avec les technologies qu'on évoque. Il y a toute une, comme à l'instar de tout pays, il y a toute une série de réglementations. Le FISA Act, c'était un texte qui a été adopté je le rappelais, en 78. C'était effectivement pour accéder déjà à des données, on parlait de papier, plus d'échanges, hors effectivement des frontières des États-Unis. C'était effectivement sur un besoin, toujours pareil, de sécurité, qui est défini d'une manière extrêmement large. Après, il y a une autre loi, un autre texte juridique américain qui est impacté par le Cloud Act, qui est un texte, et là, qui reprend plus à nos besoins de stockage, qui est effectivement sur tout ce qui est conservation, stockage ou autre. Après, ce texte dit le Cloud Act vient effectivement s'inscrire dans une évolution, on va dire, jurisprudentielle. C'est-à-dire qu'il a été adopté et signé avant, je schématise, un arrêt qui aurait dû être rendu à la suite d'une démarche par plusieurs opérateurs SaaS qui sont effectivement réunis dans une procédure pour dire non, on ne transmettra pas les données, à l'époque c'était d'un Irlandais, dans le cadre effectivement de communication électronique, dans le cadre d'une affaire effectivement de mémoire de stupéfiants. Donc, il y avait une injonction qui avait été faite à un acteur du SaaS dont les données étaient hébergées en Irlande. Ce dernier a effectivement porté l'affaire, parce que c'est aussi des questions politiques, mais aussi d'image pour les acteurs. Enfin, on revient sur le droit et l'image, ça a été dit à plusieurs reprises. Voilà. Donc, ils ont gagné en première instance en disant effectivement, ce sont des données européennes. Il faut effectivement, on ne peut pas y accéder sans prévenir l'entreprise et l'individu, pour le coup, la personne qui était concernée. Donc, il y a eu toute une démarche juridique. Ce qui était intéressant, c'est qu'avant le texte du Cloud Act, il y avait effectivement ce qu'on appelle le binding order. C'est une disposition très forte. Quand je dis très forte, c'est-à-dire qu'il y a des sanctions pénales et on sait l'effectivité du droit pénal aux États-Unis quand l'opérateur révélait à son client, qui devait après effectivement informer, et c'est dans la logique des choses, la personne concernée,
voilà, de l'existence, on va dire, de ce mandat. C'est vraiment l'ordre de bâillonnement, hein, la traduction. Dans le Cloud Act, il y a effectivement pour certaines dispositions, je ne vais pas rentrer dans les détails, où il n'y a pas cet ordre de bâillonnement. Dans d'autres dispositions, pour ça, c'est vraiment au cas par cas, ça reste très juridique, au cas par cas, cet ordre de bâillonnement. Donc effectivement, quand il y a un ordre de bâillonnement, l'opérateur, on va dire, est pieds et mains liés compte tenu de ce texte. Quand il n'y a pas d'ordre de bâillonnement, effectivement, là, il y a un encadrement qui doit être fait par rapport à la communication du mandat et par rapport aux moyens de défense. Je rejoins tout à fait, puisqu'il y a effectivement des dialogues entre parquets, entre effectivement procureurs, et comme il y a un département, effectivement, un service qui se trouve à Bercy pour répondre et pour aider les entreprises à répondre à ces demandes fondées sur l'extraterritorialité. Donc, la typologie est là. Les lois, on va dire, c'est comme tous, sont des lois effectivement complexes, qui ont une réalité derrière, une réalité judiciaire, puisqu'il faut quand même avoir un mandat. Ça a été, c'est pas quand même, il faut avoir un besoin, on va dire, de collecte de la preuve et de collecte loyale de la preuve. Après, c'est des contestations et des procédures qui se feront sur le sol américain. C'est ça aussi où il faut voir une contrainte pour les entreprises. Je le répétais tout à l'heure, on n'est pas du tout sur le même système judiciaire, on n'est pas du tout sur la même culture, on n'est pas du tout sur les mêmes coûts aussi, indépendamment de délais judiciaires où le temps juridique n'est pas le temps business. Ma deuxième question, c'était sur les équivalents dans d'autres pays, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, mais j'imagine que la Chine a aussi ses propres législations dans le domaine. Quels sont les textes? Est-ce qu'on a une bonne idée aujourd'hui de ce qui existe? Oui, alors je pense qu'on a, pour garder le voilà, je pense qu'on a effectivement une bonne idée des lois. Effectivement, il faut que ces lois, que ce soit la Chine, la Russie ou d'autres pays, il y a aussi, pour approcher plus proche de nous, hein, on a parlé du Royaume-Uni qui est en train de réviser sa législation de la protection des données, notamment de changer la définition de données à caractère personnel, et qui a signé un accord bilatéral avec les États-Unis, notamment dans le cadre de la disposition liée au Cloud Act, puisqu'il y a différentes dispositions. Je suis allée peut-être un peu trop rapidement, mais voilà. Donc oui, on a une idée de la cartographie. Effectivement, c'est le métier, on va dire, du juriste d'étudier les différents impacts des lois sur le business des entreprises, parce que on l'a dit, et pour moi, le droit est un outil de compétitivité, est un outil créateur de confiance et ne doit pas être un frein. Connaître ces textes, connaître tous les textes qui sont en train d'arriver, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou autre, va permettre aux entreprises de gagner en compétitivité et donc en confiance aussi dans le cadre par rapport à leurs clients ou par rapport aussi à la chaîne des acteurs. Donc oui, il y a différentes typologies de textes, que ce soit en protection des données, que ce soit effectivement sur des textes plus spécifiques par rapport à la cybersécurité, et on a une idée effectivement des exigences quand on veut faire du business, tout simplement, avec certaines typologies de pays, et donc des risques, parce que toujours pareil, ça va être le droit va, et comme à l'instar d'autres domaines, aider à gérer le risque et à prioriser le risque en éclairant le chef d'entreprise en disant voilà les enjeux, les inconvénients. Est-ce qu'il ne faut pas créer une société dans tel et tel pays? Est-ce que voilà, enfin il y a différentes stratégies à mener, et c'est passionnant. Une réaction, Victor? Juste pour compléter, mais sur ce point, il y a la note de l'EDPB, j'ai plus le titre précis, mais qui reprend une analyse du droit russe, chinois et indien, qui est super intéressante, parce qu'en quelques dizaines de pages, on a vraiment un résumé et un point d'attention sur les principales lois qui posent problème, effectivement, au niveau des données personnelles. Est-ce qu'il y a, oui, monsieur, une question là-bas? Oui, merci. J'ai une question concernant la protection des données personnelles, vu que nous sommes en train de parler. J'ai suivi cette semaine que le Sénat français était en train d'adopter ou bien de préparer une loi qui permettrait l'accès à la caméra dans le cas de certaines enquêtes. En tant qu'avocate, qu'est-ce que vous pourriez nous dire concernant les textes en loi qui parlent de cela, quoi? Effectivement, l'actualité date d'hier, donc voilà.
c'est une disposition qui a été votée à titre expérimental. On sait tous que l'année prochaine, il y a les JO 2024, donc il y a toute une série effectivement de protections en termes de sécurité publique, sécurité aussi numérique par rapport à cet événement sportif mondial. Le texte dont vous parlez, c'est effectivement, ça serait une expérimentation. Ce texte est passé au Sénat. Donc, effectivement, pour l'instant, il y a eu un vote au Sénat, il n'y a pas eu un vote à l'Assemblée nationale et il n'y a pas eu de publication au journal officiel, c'est-à-dire qu'il peut savoir, comme tout texte qui fait l'objet d'un vote, effectivement, du Parlement, il peut y avoir aussi des dispositions soumises au Conseil constitutionnel. Donc, moi, je retiens le caractère expérimentation. Alors après, on dit souvent, c'est expérimental et après, ça s'inscrit dans une continuité. Je ne l'écarte pas. J'écarte pas non plus le besoin extrêmement important d'avoir toujours un équilibre avec nos libertés publiques et fondamentales et le respect de notre vie privée. C'est pour ça que ma réponse est en demi-teinte en disant attention, il y a un texte effectivement et on ne peut pas l'ignorer. Vous faites bien de le soulever, qui a été adopté hier, voilà, qui va être soumis effectivement dans le cadre du débat parlementaire. Ce texte, à mon sens, l'écriture n'est peut-être pas définitive. Là, mais gardons en tête, ayons une vigilance par rapport à l'ensemble de ces textes qui vont arriver dans le cadre donc de l'événement des Jeux Olympiques 2024, qu'il faudra toujours avoir un équilibre et une proportionnalité par rapport au respect de nos libertés publiques et de notre vie privée. Les besoins de protection doivent toujours être équilibrés, il doit toujours avoir des principes fondamentaux constitutionnels, donc je reviens vraiment sur notre Constitution, sur un équilibre entre le besoin de sécurité et le besoin de protection de libertés fondamentales. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Monsieur, il y a 2 questions. Alors, ma question, elle est très terre à terre. Les entreprises gèrent des données clients dans des CRM, la plupart américains. Le stockage, il est en France, en Europe, aux États-Unis, peu importe. Par rapport aux outils que vous nous avez présentés, de ce que je comprends, pour Sarus, ça peut pas vraiment répondre puisqu'on a besoin de récupérer les données et avec le nom des clients. Hein, quand on fait des actions sur des clients, c'est normal qu'on ait besoin de les récupérer. Donc là, on n'est pas dans de l'anonymisation. Yosra, peut-être la question sera pour vous. Quand vous mettez des données et que vous les partagez entre différents clouds, à un instant T, quand l'interface, on va prendre Salesforce par exemple, quand le commercial derrière son écran fait une requête pour avoir toute la liste des clients qu'il doit relancer ce mois-ci pour faire des renouvellements d'abonnement par exemple, les données vont être accédées. Donc elles vont être reconstituées à l'instant T pour que l'utilisateur puisse y avoir accès. Qu'est-ce qui empêche un Salesforce soumis au Cloud Act de récupérer ces données de la même manière? Oui, c'est une très bonne question. Du coup, en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que la donnée est reconstituée sur le poste de l'utilisateur autorisé. Donc, le commercial qui utilise le CRM va avoir accès à cette donnée. Maintenant, on va stocker quand même quelque chose dans Salesforce. On va stocker une donnée anonymisée et c'est uniquement ça qui sera accessible dans Salesforce. Mais typiquement, pour moi, la date de fin du contrat n'est pas une donnée sensible ni personnelle. Donc celle-ci, elle pourra être processée par Salesforce de la manière habituelle. Mais ce qu'on va chercher à protéger en premier lieu, on va même des fois aller au-delà de simplement de données personnelles, mais en fait sur les données personnelles sensibles, qui peuvent notamment être des pièces jointes avec des informations médicales, dans l'assurance, dans la banque, qui vont être des données de R&D, puisque les CRM ont beaucoup étendu leur champ d'action et aujourd'hui Salesforce est aussi utilisé par des équipes de recherche. Donc c'est vraiment, on va mettre la priorité sur les champs les plus sensibles parce que
c'est un niveau de sécurité, c'est le niveau le plus élevé qu'on puisse faire de sécurité dans Salesforce. Et ensuite, sur les données plus classiques, à ce moment-là, le chiffrement de Salesforce, qui s'appelle Shield, est suffisant. Mais il faut savoir que Salesforce a accès à ces données parce que Salesforce gère les clés de Shield. Et que même quand, sans donner de nom, c'est géré par des entités externes, et donc on fait du bring your own key, hold your own key, en fait, la clé transite toujours par Salesforce, mais c'est vrai pour tous les éditeurs, hein, pas que pour Salesforce, et elle est stockée jusqu'à 3 jours in memory, ce qui fait qu'en fait, on n'est pas dans une situation où il y a une impossibilité d'accès à la donnée. Donc nous, notre vocation, c'est pas de s'adresser à toutes les données de Salesforce, pas du tout. C'est peut-être les 5 à 10% de données qui vont bloquer l'adoption de Salesforce dans un certain nombre d'entités parce que trop sensibles, trop confidentielles. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. En tout cas, la clé, c'est que la réconciliation se fait sans transiter par les serveurs de Salesforce. Merci. Une petite question technophile, mais dans ton cas, où est stockée la clé? Comment est-ce que tu gères le fait que mon commercial Intel a le droit ou pas d'accéder à ces clés? Alors en fait, dans notre cas, il n'y a pas de clé, ce qui est un peu un changement de paradigme pour les professionnels de la cybersécurité. En fait, on combine, pour entrer un tout petit peu plus dans la technique, on combine de l'encodage qui s'appelle All or Nothing Transform, qui génère une clé mais qui reste dans le chiffré. Et donc, quand on fragmente aussi la clé qui va partir avec les fragments. Et c'est par cette sécurité, donc par cette cryptographie à seuil, qu'on arrive à obtenir un niveau de sécurité égal ou supérieur à de l'AES 256. Et donc, c'est pas par une gestion de clé. Donc, à la fin, c'est juste une API. Maintenant, on vient de déposer un brevet pour aller encore plus loin. On va, dans le navigateur du client, combiner un tout petit peu de chiffrement homomorphique avec le All or Nothing Transform pour faire en sorte que la donnée arrive chez nous déjà chiffrée. Et ce chiffrement homomorphique, ça va être une clé temporaire parce que c'est uniquement pour faire ce chemin-là. C'est pour nous permettre, nous, ensuite, de fragmenter de la donnée déjà chiffrée, donc de faire des opérations sur la donnée chiffrée. Bon, désolé, ça devient très technique. Et quand on arrive sur les cloud providers, en fait, on peut annuler l'effet du chiffrement homomorphique parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, jeter cette clé du chiffrement homomorphique. Et il restera plus que la clé liée à l'encodage qui, elle, est fragmentée. Et donc, du côté de l'utilisateur, et c'est un énorme différenciant de notre solution, il n'y a aucune clé à gérer. On a un niveau de sécurité, moi je dis même supérieur à du chiffrement de bout en bout, sans gestion de clé. Et donc, c'est 2 à 3 fois moins cher que de mettre en place un système de chiffrement. Alors, je crois que Maxime, vous vouliez réagir et après, il y aura la dernière question. Ah oui, allez-y, monsieur. Moi, je voulais juste réagir à votre information. Au niveau du chiffrement homomorphique, comment vous faites pour vous interfacer justement avec des logiciels comme Salesforce? Parce que vous chiffrez la donnée, vous permettez de faire des opérations sur les données tout en étant chiffrées, mais encore faut-il que côté logiciel, ils aient implémenté les bonnes technologies pour pouvoir faire les requêtes sur des données chiffrées. Alors, on n'utilise pas du tout pour ça le chiffrement homomorphique. C'est pas pour que Salesforce fasse des opérations sur les données. Ça, je pense que en termes, encore une fois, de performance, le chiffrement homomorphique n'est pas encore adapté sur des larges volumes de données et sur des calculs complexes. On utilise ça uniquement sur une toute petite quantité de la donnée pour qu'elle arrive chez nous déjà chiffrée. Et le seul calcul qui est fait dessus, c'est les calculs très simples liés à notre algorithme de fragmentation, donc de secret sharing. Mais Salesforce ne fait pas de calcul sur données chiffrées. Et effectivement, ce qui est super intéressant avec Salesforce, c'est que c'est une solution SaaS, mais avec des API ouvertes. Donc, on peut faire énormément de choses sur Salesforce. On peut même recréer du front qui réinjecte des choses dans Salesforce. Mais évidemment, on ne change pas le fonctionnement du CRM lui-même, même si on est partenaire avec eux et qu'ils en sont très contents. Mais on n'est pas allé jusqu'à changer la R&D de Salesforce, bien sûr. Merci beaucoup. Ouais, je voulais juste apporter 2 points sur effectivement cette idée de complémentarité. En fait,
donc Sarus, nous on n'est pas des solutions de chiffrement, donc si la donnée est stockée dans Salesforce, elle reste accessible à Salesforce. Vu de Sarus, ça change pas grand-chose. En revanche, nous on vient intervenir sur la minimisation, c'est-à-dire que le commercial, il aura accès aux données de son compte. Bon, ça c'est raisonnable, de la même façon que le médecin aura accès aux données de son patient. La question qui se pose, c'est l'équipe marketing, les data scientists de l'équipe marketing, ont-ils accès à toutes les données de tous les comptes? Et c'est là que une solution comme Sarus vient apporter de la sécurité ou de la privacy, et donc sans empêcher effectivement un commercial d'accéder aux données du compte. Et donc ça, c'est important quand on protège de l'interne. C'est aussi important si quand on va mettre en production typiquement des modèles d'IA générative, dont on parlait tout à l'heure, parce qu'ils ont une fâcheuse tendance à apprendre par cœur ce qu'ils ont vu. Alors soit sur les bases de connaissances, donc ça, après, c'est souvent des bases de connaissances publiques, mais quand on va faire de l'affinage, le fine-tuning de ces modèles-là, ils peuvent apprendre par cœur les données sur lesquelles ils ont été entraînés. Et donc là, on parle même plus de est-ce que le data scientist constitue une menace. On parle du système qui sera mis en prod, du chatbot. Est-ce que le chatbot qu'on a mis en prod, il va pas recracher tous les cas qu'il a vus? Et donc, effectivement, la donnée sur laquelle il est entraîné, elle était personnelle, mais après, il y a quand même tout ce qui se passe en aval, et notamment la mise en prod de modèles d'IA, qui menace, bon, nous, on en parle depuis longtemps, mais en fait, elle est devenue concrète avec ces ChatGPT et autres, qui ont rendu évident qu'effectivement, en envoyant des bons prompts, mais on pouvait avoir des informations sensibles. Donc, tout le monde est sensibilisé au sujet. Donc, il y a quand même tout un panel de risques. Nous, on s'intéresse pas, heureusement, il y a des acteurs comme Astran qui s'intéressent à ces questions de chiffrement, de comment faire en sorte que les clés soient bien gérées, etc. Il y a beaucoup de solutions pour minimiser là. Donc pas les clés, voilà. Comment découper habilement la donnée en fragments reconstituables. Et après, il y a aussi dans les usages, c'est-à-dire que après les gens, ils vont vouloir faire des choses avec la donnée, et ces choses-là, ils veulent pas avoir des informations cryptées en sortie, parce que sinon ils pourraient rien en faire. Donc on va leur dévoiler de l'information. Comment contrôle-t-on la sécurité de cette information-là? Ok. Alors monsieur, vous voulez poser votre question rapidement? Il nous reste... On a débordé un petit peu. Alors pour le coup, je vais faire assez simple. Y a-t-il des secteurs d'activité qui, selon vous, sont plus en avance que d'autres sur la protection des données personnelles? Alors, il y en a qui ont plus investi que d'autres. Je dirais, pour faire court, sans grande surprise, le monde de la santé est historiquement très contraint. Donc, ils sont plus éduqués au problème de même, ça prédate le RGPD. Et donc, il y a des mesures qui ont été mises en place. Et aussi, c'est un monde dans lequel il y a beaucoup de collaboration. Donc, c'est plus tant comment je gère ma donnée en interne qui est le problème, c'est plutôt comment je fais des collaborations sur des données de santé. Donc ça, c'est des problèmes qui sont très anciens, qui ont, alors je connais pas le monde d'avant le RGPD, enfin j'étais né, mais je j'étais pas dans ce domaine-là. Mais j'imagine ils ont évolué, mais finalement c'est quand même la continuité de ce qui se faisait avant. Et après il y a le monde financier où là c'est plus des problématiques de sécurité interne. On est plus tant sur du consentement, enfin il y a ces questions-là se posent aussi, hein, mais on est plus sur la sécurité des données bancaires, qui pareil, est une question qui est très ancienne. Et les solutions qui sont là, qui s'appellent les solutions de privacy, en fait, elles répondent avant tout à des problématiques de sécurité qui sont en place depuis des décennies. Très bien. Écoutez, merci infiniment à nos 4 intervenants. On peut les applaudir. Et donc, c'est la fin de cette table ronde. Merci à vous 4.